L'émission Archipel est présentée grâce à la contribution de l'entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Les productions TLMSF tiennent à souligner la précieuse collaboration de l'espace Hyperion et de Studio Éléments. Bonjour, ici Mathieu Dugal. Vous regardez Archipel, une émission qui cartographie la culture des créateurs de Québec. Quelles sont les œuvres que vous apporteriez avec vous sur une île déserte? Une question toute simple que l'on a posée à 12 d'entre eux. Aujourd'hui à l'émission, un intellectuel qui a marqué le Québec contemporain, le professeur Thomas de Coninck. Quelqu'un qui, sur son île déserte, apporterait beaucoup de livres. Thomas de Coninck, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Archipel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir discuter de ce qui vous a construit comme intellectuel. Merci de m'avoir invité. Vous êtes présent, Thomas de Coninck, depuis longtemps sur la scène intellectuelle du Québec, mais aussi du monde. Vous enseignez à l'Université Laval depuis 1964. Oui. J'imagine que dans votre cas, là, vous demandez de choisir des œuvres pour venir sur une île déserte. Ça doit être extrêmement, comment dire, souffrant parce que la bibliothèque chez vous doit être quand même assez grande. Oui. Il y a beaucoup de livres. Mon épouse cite des chiffres qui me paraissent exagérés, là, mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire? Elle dit qu'il y en a 20 000. Je ne sais pas si c'est vrai. 20 000. Je compté. Donc, dans votre cas, c'est un choix, donc, je dirais, assez classique, entre guillemets. On va parler de la Bible, qui est un livre que vous apporteriez, Platon, Socrate.
ainsi qu'un humoriste britannique et un petit dernier, hein, c'est une plat de résistance, Shakespeare. Voilà. Bon. Vous allez avoir besoin d'un bon bateau pour apporter ça sur votre île déserte. Mais dites-moi, avant qu'on aille plus loin là-dessus, j'aimerais que vous nous parliez de cet amour-là de la philosophie. C'est quelque chose que vous avez choisi, ça fait quoi, plusieurs dizaines d'années que, que c'est quelque chose dont vous êtes, c'est votre métier. D'où vous vient cet amour-là de la philosophie? Comment c'est venu chez vous? C'était naturel. Je ne me suis jamais demandé pourquoi. C'est-à-dire, mais c'est clair que j'ai toujours été fasciné par... Je me suis toujours demandé pourquoi. La question de l'enfant déjà. Hein. Et surtout, pourquoi la vie, le sens de la vie, enfin, ces questions qui sont immenses, universelles, et auxquelles personne n'est capable de répondre comme ça. Là. Et fasciné par les philosophes aussi, tout ce qu'ils ont apporté. C'est une chose d'être fasciné par les philosophes, c'en est une autre d'embrasser ce métier-là, de décider de s'y consacrer. Vous enseignez toujours, vous adorez l'enseignement, vous supervisez encore des thèses. Il faut que ça dépasse le simple amour. Il faut vraiment se commettre une vie au complet. C'est-à-dire que c'est une passion. Hein. Ça dépasse l'amour dans ce sens-là. Oui. C'est un amour. Platon déjà disait que la philosophie, dans le banquet, est un éros. C'est une passion. Et Socrate était animé par une passion. Mais dans votre cas... À la fois de découvrir, de connaître, mais aussi de communiquer et d'échanger avec... C'était un des pères de la philosophie occidentale, tout le monde le sait, c'est évidemment Socrate. Mais justement, Socrate posait des questions, il interrogeait tout le monde. Et il aimait écouter, il tenait compte des opinions de tous ses interlocuteurs. Mais il essayait d'aller plus loin, il essayait de susciter de nouvelles questions et de leur faire comprendre que par-delà leur métier particulier, il y avait des questions beaucoup plus fondamentales qui concernaient justement le sens de la vie et de la mort. Et c'est ce que continue à faire la philosophie. C'est pourquoi la philosophie est d'une certaine manière de plus en plus actuelle, parce qu'avec tous les merveilleux progrès qu'on fait dans les sciences, dans les techniques, on est de plus en plus fragmenté, dispersé, spécialisé. Surspécialisé. Et surspécialisé dans toutes sortes de labyrinthes qui sont nécessaires, parce qu'on ne peut pas avancer dans les connaissances autrement qu'en se spécialisant. Mais avec le résultat que les questions globales, fondamentales, qui concernent tout le monde, sont laissées pour compte. On s'en va dans un spécialiste de tel ou tel domaine, quand on lui pose des questions d'ordre général qui concernent la vie de tout le monde, qui concernent la société, qui concernent aussi le politique, là, il n'est plus du tout compétent. Sa spécialité ne le rend pas compétent. Ouais. Donc, on a de plus en plus besoin de généralistes. Je crois, oui. Mais des généralistes concrets. Pas des gens qui sont dans les nuages, mais des gens qui s'interrogent sur la vie au sens le plus concret du terme. Qu'est-ce que ça veut dire, un généraliste concret? C'est-à-dire, par exemple, la question du sens de la vie, c'est une question, et de la mort, c'est une question qui concerne tout le monde, et dans ce sens-là, elle est générale. Mais elle est éminemment concrète parce que chacune de nous est mortel. Et il a un temps précis, un temps donné pour sa vie. Et si on veut donner le moindrement de sens à sa vie, si on veut la rendre, si on veut le bonheur, parce que c'est finalement le bonheur qu'on cherche, tous, tout naturellement, il faut exercer sa liberté, il faut faire des choix en fonction de la conception du bonheur qu'on se fait. Si pour vous la vie c'est simplement pour accumuler de l'argent, par exemple, si c'est pour vous si c'est ça pour vous le bonheur, grand bien vous fasse, vous risquez de vous tromper gravement, parce que l'argent c'est utile, mais c'est pour autre chose, mais c'est pourquoi. Est-ce que ce sont ces questions-là qui vous font rester dans l'enseignement, la transmission de ce questionnement-là, c'est ce qui vous anime? Oui, et aussi parce que j'aime beaucoup le contact avec les jeunes. J'entends les jeunes à l'université parce que c'est l'expérience que j'ai, autour de 20 ans et plus. D'autant que, parce qu'il y a un partage aussi, qui est extrêmement stimulant, que j'apprends beaucoup des étudiants depuis toujours. J'ai toujours beaucoup appris de mes étudiants. Et qui eux-mêmes nous interrogent, qui eux-mêmes nous obligent à aller plus loin.
et qui eux-mêmes sont plus au fait des problèmes de leur propre génération. Les choses changent. Ça permet de garder le contact avec absolument l'état de la société. Exactement. Ouais. En fait, c'est aussi ce qui était au centre des démarches, en fait, une partie de la démarche des philosophes dont vous apporteriez les œuvres sur une île déserte, des gens qui étaient dans la cité, même l'un d'entre eux qui est mort de ses idées. Ouais. On va commencer par lui, Thomas de Coninck, on prend une petite pause et tout de suite après, on parle de quelqu'un qui vous a profondément influencé, Socrate. Oui. Merci. Toujours à Archipel, où on demande donc à des créateurs, des penseurs de Québec ce qu'ils apporteraient sur une île déserte. On est en compagnie de Thomas de Coninck, philosophe, professeur à l'Université Laval. Thomas de Coninck, bon, c'est un peu sans surprise, mais en même temps, j'ai très hâte de vous entendre parler de ce philosophe. On connaît tous le nom, ou à peu près. On connaît moins la pensée. C'est Socrate, philosophe donc, qui a vécu 5 siècles avant Jésus-Christ. Et vous, aujourd'hui, en 2011, il est encore tellement pertinent que vous l'apporteriez. Il est vraiment dans un corpus réduit de ces gens-là dont vous apporteriez les œuvres sur une île déserte. En quoi est-ce que Socrate est encore pertinent aujourd'hui? C'est le personnage central de l'œuvre de Platon. Et Socrate, c'est-à-dire que, oui, c'est le philosophe dans la cité. Socrate, Platon raconte que l'oracle de Delphes aurait dit que Socrate était le plus sage des hommes. Et Socrate entend dire ça, puis il dit « Mais c'est pas vrai, je connais rien, je ne sais rien. Pourquoi est-ce qu'on dit que je suis le plus sage des hommes ?» Alors il décide d'interroger ses concitoyens dans la rue, les artisans, le cordonnier, le boulanger, mais aussi les poètes, les hommes politiques, etc. Et sur ce qu'ils savent, et chacun leur décrit son métier, décrit son propre savoir. Et il leur pose des questions comme celles que j'évoquais tout à l'heure, autour du sens de la vie. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que ça va te donner? Demain, tu vas mourir. Qu'est-ce que ça va te donner? Et là, il s'apercevait que ses interlocuteurs étaient interloqués, ne savaient pas quoi dire, ne s'étaient jamais posé ces questions-là. Alors il dit, peut-être que je vais un peu vite, là, je suis schématique. On n'a pas 3 heures, malheureusement. Mais peut-être que ce que l'oracle de Delphes voulait dire, c'est que moi, au moins, je sais que je ne sais rien, alors qu'eux ne le savent pas. La différence, c'est qu'il y a un savoir que j'ai, c'est le savoir de mon ignorance. Et pour lui, le pire des mots, et Platon a repris ça et thématisé ça, c'est la double ignorance, c'est-à-dire ne pas savoir qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne pose aucune question. C'est le début de l'arrogance. Et le savoir, le début, le commencement d'un savoir authentique, qui soit vraiment mien, pas simplement quelque chose que je répète parce que d'autres me l'ont dit, comme un perroquet ou un ruban sonore, que la question soit vraiment mienne, il faut qu'elle vise une ignorance que je me reconnais avoir. Je reconnais que je suis ignorant. Alors c'est ce qu'on appelle la simple ignorance qui donne lieu, mais si on reprend ça, à toutes les sciences, à tous les savoirs. C'est à partir du moment où je ne me suis pas interrogé sur le cosmos, je ne me suis pas interrogé sur l'être humain. Un aveu d'humilité, absolument. C'est absolument fondamental. Une reconnaissance de sa propre ignorance qui fait que sur moi-même, le connais-toi toi-même, c'est là que l'ignorance généralement est la plus répandue. Sur les médias, tout le monde sait quelque chose, mais
sur son environnement immédiat quelque chose. Quand on pose des questions plus fondamentales sur le cosmos, etc., l'univers, ben là, évidemment... C'est la base comment dire, de la méthode scientifique, là. En fait, voilà. ça Tout préexiste à la méthode scientifique. En même temps, c'est quand même fascinant, Thomas de Coninck, parce qu'on est dans une période qui fustige ce qu'on appelle l'ignorance. Mais pour vous, le raisonnement, en tout cas, d'un point de vue socratique, et là, vous me corrigerez si je me trompe, mais d'un point de vue socratique, on ne pose pas la bonne question. C'est ça. Il faut savoir bien poser les questions. Poser une question, c'est magnifique. On dit poser une question. Il faut la placer. On dira ta question est mal posée. Il faut bien la situer. Et l'art de questionner, c'est ça. Le scientifique, je ne sais pas, Einstein a reposé à nouveau, pour donner un exemple plus proche de nous, a reposé à nouveau la question du cosmos, puis il a fait intervenir le facteur temps. C'était pas interrogé sur... Et ça transforme toute la perspective sur le cosmos. Parce qu'on ne s'était pas posé cette question. Comme la mesure du temps, qui est un facteur qu'il faut maintenant prendre en compte à partir d'Einstein, dans la théorie de la relativité. Et la science a toujours avancé comme ça. C'est des questions qui étaient là, mais que personne n'avait encore posées. Le génie scientifique et le génie dans tous les domaines, qui voit quelque chose qui a toujours été là, mais qui n'avait pas encore été aperçu. Ça, c'est une chose. Comme un bon détective. Oui, c'est ça. Poser des bonnes questions et reconnaître qu'on ne sait rien. C'est à la base de cette pensée-là de Socrate. Ouais. C'est quelqu'un, bon, on connaît sa fin malheureuse parce qu'il a dû boire la ciguë. On lui a fait un procès parce que, disait-on, il niait les dieux, il corrompait la jeunesse. C'est ça. Les deux chefs d'accusation, c'est ça. C'est impiéter envers les dieux de la cité, les dieux de la cité. Non pas les dieux tout court, mais les dieux de la cité, donc la religion imposée, si vous voulez, par l'État, et la corruption de la jeunesse. Mais voyez-vous, ce qui est extrêmement intéressant dans ce que vous venez d'évoquer, c'est pourquoi est-ce qu'on met à mort un homme qui ne fait que parler, qui ne fait que poser des questions, qui était pauvre, qui était laid, qui était... Tout ça, Platon insiste sur ces choses-là. Et qui ne faisait donc que poser des questions. Où est son pouvoir? Pourquoi est-ce qu'il est si redoutable? Si pour un État, et puis ce qui est intéressant, c'est que le procès de Socrate a respecté la constitution d'Athènes, tout s'est fait dans les règles, et il a pu se défendre librement, et il a fait un plaidoyer que Platon reproduit dans l'Apologie de Socrate, mais on l'a quand même décidé qu'il devait être mis à mort. Où est son pouvoir, voyez-vous? Pourquoi est-ce qu'il est si redoutable? Je pense que toute société qui n'est pas capable d'accepter une libre interrogation comme celle de Socrate a des problèmes, et des problèmes graves. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, bon, on se considère une société extrêmement moderne, affranchie des archaïsmes? Est-ce que quelqu'un comme Socrate, aujourd'hui, vous pensez qu'on lui accorderait ou qu'on accorde à ces gens de Socrate-là d'aujourd'hui le même sort, même si on les... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans toutes sortes de sociétés qui, encore au XXe siècle et encore maintenant, qui ont été exécutés, qui ont été mis à mort par le pouvoir. Dans toutes les tyrannies, la première chose qu'on fait, c'est éliminer les intellectuels. Les poseurs de questions. Au Cambodge, on avait fait ça, dans tous les régimes totalitaires. On élimine tous les gens qui sont un peu cultivés, qui sont un peu... Mais on ne fait autant pas... que possible. Les poètes aussi, on les gens gens pas qui ça parlent, aujourd'hui, les artistes. En Occident. Sans les tuer, leur faire boire la ciguë, est-ce que vous pensez que ces gens-là qui posent des questions, on s'arrange pour que les questions ne soient pas trop fortes et qu'on ne les entende pas trop? On les redoute beaucoup, ouais. On redoute beaucoup. Ouais. Et il y a toutes sortes de manières aussi de réduire au silence. Et puis il y a aussi tout simplement un certain mépris de la culture, de la véritable culture qui est certainement très présente dans nos sociétés où, par exemple, on méprise les humanités, alors que les humanités sont si importantes puisqu'elles concernent l'humain en tant que tel. Nous sommes envahis par les techniques qui nous rendent des services immenses. Tout le monde est pour. Moi, j'ai tout ce qu'il faut comme gadgets, iPhone, etc. Je ne m'en passerai pas. Je ne suis pas du tout contre les techniques, mais ce ne sont que des moyens et des outils. Et les sciences nous font découvrir des choses absolument magnifiques tous les jours. C'est prodigieux. Mais l'humain est laissé pour compte. Pour la science, l'humain est un objet qu'elles éclairent l'une après l'autre.
Mais l'humain, le vécu humain, toute la question que j'évoquais du sens, du comportement humain, de l'agir, de la justice, les problèmes de société, la pauvreté, etc., toutes ces choses-là échappent complètement. La littérature est essentielle pour nous faire revivre et vivre la vie des autres, surtout nous représenter la vie des autres, notre imagination, imaginer ce que c'est que d'être un autre. Aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, c'est de plus en plus important, où on est en présence d'une plus grande diversité de cultures. On va apprendre, les jeunes surtout auront à vivre forcément avec des personnes de cultures différentes de plus en plus, et la seule véritable préparation, c'est la littérature, ce sont les arts, puisque et donc Socrate et la en philosophie 2011 en particulier. Et donc Socrate en 2011 pose encore de très 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 bonnes questions. Ah oui, puis il fascine toujours. Moi, je le vois avec les jeunes là. Socrate, ils comprennent Socrate. Hein. Ils sont avec Socrate chaque fois. C'est fascinant. On n'a pas besoin. On n'a qu'à le décrire. Puis 2600 ans plus tard, 2500 ans plus tard. Plus que jamais. On va passer maintenant, Thomas de Coninck, très logiquement à quelqu'un qui l'a connu. D'ailleurs, c'est à cause de Platon qu'on connaît Socrate, parce qu'il n'y a aucun document écrit. Hein. Il a laissé absolument rien. Socrate, non. Socrate, non. c'est ça. Donc, on le connaît parce que ses Platon disciples et d'autres, et ce que ses disciples en ont dit. On prend une petite pause, Thomas de Coninck, et on va avancer de quelques années, et on va parler d'une autre personne qui vous inspire, un grand philosophe, Platon. Oui, merci. Thomas de Coninck, ce que vous apporteriez sur une île déserte, il y a Socrate, mais il y a aussi Platon. Quand on regarde votre parcours comme intellectuel, comme philosophe, vous êtes quelqu'un qui vous êtes autant donné à la recherche, je dirais, pure sur les idées, mais vous êtes quelqu'un vous aimez beaucoup être dans la cité, être avec vos étudiants, vous donnez des entrevues, vous êtes très disponible pour donner des entrevues. Ouais. Est-ce que ça vous vient de cette espèce de... Je dirais pas que tous les philosophes grecs étaient comme ça, mais ils avaient cette propension-là à aller dans le monde, à aller marcher avec les gens, faire des dialogues. D'ailleurs, Platon était un maître, dit-on, du dialogue. Oui, oui. Est-ce que ça vous vient de cet enseignement-là, ça? Ben oui, c'est-à-dire que Platon l'a certainement illustré. On a dit, et non sans raison, je crois que c'était le plus grand dramaturge de tous les temps. C'est un créateur extraordinaire, c'est un poète en même temps. La mise en scène, la composition des dialogues, vous avez raison, ces œuvres, ce sont presque uniquement des dialogues, souvent des dialogues dont le personnage principal est Socrate, pas toujours, mais la plupart du temps. Et donc, il nous fait revivre le débat, le dialogue. Il dira dans le Sophiste et dans le Thétète, il dit que la pensée n'est qu'un dialogue silencieux de l'âme avec elle-même. Lorsque nous réfléchissons, comme dira plus tard Hannah Arendt en reprenant cette idée de Platon, nous sommes deux en un. Lorsque nous réfléchissons, nous dialoguons avec nous-mêmes. Vous posez une question, c'est ça, vous délibérez pour savoir quoi faire. Vous avez différentes options, vous les comparez, vous les opposez. Il y a un dialogue qui s'instaure en vous. Mais c'est sûr que le dialogue entre différents personnages nous met sous les yeux, et dans le cœur, dans les oreilles, et nous fait revivre le questionnement humain. Alors, il a fait ça avec un talent fou. C'est vraiment chaque fois des chefs-d'œuvre. Whitehead a dit à notre époque, c'est une phrase souvent citée, mais qui est très juste, c'est pourquoi je la cite quand même,
que la généralisation la plus sûre de la philosophie occidentale, c'est qu'elle n'est qu'une série de notes à Platon. But a series of footnotes to Plato. Une série de notes infrapaginales à Platon. À ce point-là? Mon ami, est-ce que vous partagez ça? Oh oui, je pense que c'est assez vrai. Donc, sauf mon ami Rémi Brague ajoute, il dit, oui, ce serait plus vrai encore, qui est un grand philosophe contemporain en France, ce serait plus vrai encore si on ajoutait Aristote, qu'il n'y a qu'une série de notes infrapaginales à Platon et à Aristote. Donc, c'est vraiment des créateurs. Ah, oui, ils sont au centre de l'arbre. Ils ont tellement marqué la pensée occidentale qu'elle se... Bon, il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord avec ceci ou cela, mais ils se définissent quand même. C'est difficile de ne pas se situer par rapport à ces penseurs. Vous avez dit tout à l'heure, Thomas de Coninck, que Socrate, c'était quelqu'un qui avait posé de très bonnes questions. Oui. Comment on pourrait définir Platon maintenant? Qu'est-ce qui serait la manière de le... Il est allé plus loin, hein, il a construit... Et il est allé plus loin. Il a, d'une certaine manière, frayé la voie aux différentes formes de savoir et au savoir lui-même. Il a posé des questions plus avant, c'est-à-dire même par rapport à l'univers, le cosmos, par exemple, son dialogue qui s'appelle le Timée, mais aussi l'éthique. Ça part de Socrate, mais la philosophie politique. Donc l'éthique, la philosophie politique, la philosophie même de la nature, quoiqu'il est beaucoup moins fort dans ce domaine-là que son disciple Aristote. Mais au fond, c'est là que se définissent les différentes branches du savoir pour une première fois. Et l'épistémologie, la critique de la science, déjà se dessine la nécessité d'élaborer une logique et ainsi de suite. Et tout ça va être continué et précisé de manière absolument géniale à son tour par Aristote. Mais Aristote a suivi les cours de Platon pendant 20 ans. 20 ans, vous voyez ça, écouter quelqu'un pendant 20 ans. Puis il a arrêté, lui qui était lui si original pourtant par ailleurs, il a arrêté parce que Platon est mort. Platon disait quand Aristote n'était pas présent à ses cours, chronous apesti en grec, le nous est absent, l'intellect n'est pas là. La salle est sourde, disait-il. Donc, pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait quelqu'un avec qui dialoguer. C'était son interlocuteur privilégié. On peut penser, Il s'est intéressé à des questions, je dirais, très quand même pratiques. La notion du beau. La notion du courage. Est-ce que Platon, c'est quelqu'un quand même, malgré toute son abstraction, quelqu'un qui s'est quand même intéressé à des choses extrêmement concrètes? Ah oui. Mais je pense que Platon est, parmi tous les philosophes, celui qui a dit les choses les plus avancées sur le beau, justement. C'est un excellent exemple que vous donnez, sur l'amour aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple, ça n'a rien sur à voir le beau? avec ce que les gens appellent l'amour platonique. Au contraire, il y a des choses sur l'éros chez Platon qui n'ont jamais été dépassées, sur l'amour-passion. OK, donc on emploie mal l'expression amour platonique. C'est des lieux communs qui sont... C'est un non-sens. Faux. Ah oui, donc il y a beaucoup de son œuvre qui... En fait, ça touche à plein de choses. Hein. C'est ça, les grandes questions. C'est ce que vous aimez chez lui. Toutes les grandes questions sont là. Et elles sont encore là dans l'esprit de son maître Socrate. Elles sont largement encore sous forme de questions, de débats, de dialogues. Donc, au point de vue pédagogique, c'est d'une certaine manière la meilleure introduction qui soit à la philosophie. Mais Aristote, ensuite, qui est un autre géant, a, lui, fondé de manière encore beaucoup plus avancée certaines parties du savoir. Mais revenons sur ces choses-là, chez Platon, parce que c'est de lui dont il est question. On parlait de Beau, par exemple. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à ça. Quand on dit tous 4 fois, 8 fois, 20 fois dans une journée, c'est beau, j'aime ça. Comment Platon aborde cette relation-là au beau? Quelle question est-ce qu'il pose sur le beau? Qu'est-ce que le beau, d'abord? C'est toujours la question de qu'est-ce que c'est. C'est un bon début. C'est généralement la question la plus embarrassante qu'on puisse poser. Qu'est-ce qu'une chose? Et il se pose très, très bien cette question. Il nous dit que le beau, c'est ce qu'il y a de... Finalement, il dit, c'est ce qui plaît aux yeux et aux oreilles, mais ce qui est beaucoup plus profond comme définition, c'est que c'est ce qui est le plus lumineux et ce qui le plus attire l'amour. Il dit ça dans le Phèdre. L'éclat, la lumière, la beauté. Ce qui est clair, ce qui donne un sens. Et l'expérience du beau est merveilleuse pour nous tous parce qu'elle nous donne une première fois du sens. Vous arrêtez
pour voir un coucher de soleil, parce que c'est beau, il n'y a aucune fin utilitaire. Vous vous arrêtez pour voir un tableau, un beau tableau, parce que c'est beau, vous aimez contempler. Ça dépasse, oui. Parce que, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus de plus? Parce que comment Platon réussit à dépasser ça? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Là. Comment est-ce qu'il aborde ces questions-là? Ouais. Ben, c'est-à-dire, d'abord, il cherche à comprendre le beau, mais pourquoi, puis dans quelle mesure le beau peut justement, l'expérience du beau peut donner un sens à la vie humaine. Et le beau est transcendant, comme dira Iris Murdoch. Pour Platon, le beau est visiblement transcendant. Il nous conduit vers d'autres réalités qui nous dépassent. Et il contribue de façon capitale à la question du sens. Dostoïevski dira plus tard, mais tout à fait dans l'esprit de Platon, cette phrase paradoxale dans ses carnets sur les démons, que le beau est plus utile que le pain. On dirait, non, si on n'a pas de pain, on va mourir. Oui, mais regardez nos jeunes qui se suicident, ils ont du pain, mais ils se suicident parce que la vie n'a pas de sens pour eux. Le beau donne du sens. Platon insiste beaucoup aussi sur le beau dans l'éducation, pour la musique très tôt dans l'enfance et ainsi de suite, parce qu'elle touche l'affectivité, l'importance immense de l'affectivité dans l'expérience humaine. C'est très fort chez Platon, ça, dans plusieurs de ses dialogues. Ça, c'est très actuel. Ensuite, aussi, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est encore, voyez-vous, le beau, c'est vrai même du savoir. Voyez-vous, les mathématiques, il y a toutes sortes de niveaux de beauté. Les mathématiques, Russell redira ça à notre époque, la beauté intelligible, la beauté morale, le courage, l'héroïsme. Vous aviez raison de mentionner le beau tout à l'heure. Mais il y a aussi la question du bien, la question morale, la question de l'éthique, la question de la meilleure société, de la politique, qui continue de se poser à nous aujourd'hui, la critique de la démocratie, qui est peut-être le meilleur des régimes qu'on connaisse, mais qui est toujours guetté par la démagogie. Et d'ailleurs, il en a souffert parce que dégénère facilement en démagogie. Et d'ailleurs, il en a souffert, lui, parce qu'il a quitté la vie politique, hein, justement parce que il était vraiment pas content de la manière dont, ça se déroulait. Il avait décidé de quitter ça. Et très choqué par le sort qu'on a fait à Socrate, justement, qui était le plus juste des hommes, dit-il, et une société qui met à mort, une démocratie qui met à mort le plus juste des hommes, il y a un problème. Oui, l'absolutisme en politique, il s'en était pris à ça. Thomas de Coninck, c'est probablement l'œuvre, on va devoir maintenant quitter Platon, et là, on va avancer de quelques siècles. C'est probablement de toutes les œuvres dont on va parler dans Archipel, celle dont va retrouver ici son plus bel écrin. C'est la Bible, parce que la Bible est un livre que vous aimez, que vous consultez, que vous voudriez. C'est une bibliothèque en soi, la Bible. Effectivement, c'est une collection de livres. On prend une petite pause, Thomas de Coninck, et on discute de ce grand livre qu'on connaît de moins en moins, la Bible. Oui, c'est vrai.
Thomas de Coninck, vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie, vous êtes épris de Platon et de Socrate. On vous a demandé à Archipel, donc, d'aller sélectionner vraiment peut-être pas la crème de la crème, mais vraiment des livres qui vous sustenteraient pendant longtemps sur une île déserte. Et vous avez choisi la Bible. Bon, je savais que vous étiez quelqu'un de très croyant, mais la Bible, tout de même, vous n'avez pas dans vos 20 000 livres des livres plus, comment dire... C'est-à-dire qu'il faudrait... Qui vous branche plus. Je vais commencer par parler de la Bible du point de vue littéraire, puis ensuite d'autres points de vue. Mais c'est donc toute une bibliothèque, comme le mot ta Bible, ce sont les livres, il y en a une grande quantité. Donc, moi, je prévois que je serai sur cette île déserte longtemps, et donc j'aimerais avoir de quoi m'occuper un certain temps. Mais c'est d'abord d'un point de vue strictement littéraire. Northrop Frye, le grand critique littéraire de Toronto, disait que a fait un livre d'ailleurs qui porte ce titre, qui est remarquable, The Great Code, le grand code de la littérature occidentale, dit-il, c'est la Bible qu'on retrouve partout, chez les poètes, etc., chez les artistes. Même chez ceux qui ne l'admettent pas. Oui, absolument, parce qu'il y a tellement... Il y a un trésor inouï d'images, il y a un langage prodigieux. D'un strict point de vue littéraire, ça entend. Strict point de vue littéraire. On dit que la King James Bible, donc la traduction anglaise de la Bible, a forgé la langue. Il y a deux personnes de littérature, pour ainsi dire, qui ont forgé la langue anglaise. C'est la Bible dans cette traduction King James, et puis l'œuvre de Shakespeare. Et c'est ça, ça illustre la richesse inouïe de la Bible, de tous ces livres qui constituent la Bible, d'un point de vue simplement littéraire pour commencer, d'un point de vue artistique et d'un point de vue qualité de langue, métaphore, image, histoire, personnage, etc. Voyez-vous? Ça, c'est un premier aspect. Mais c'est évidemment... Et puis alors, il y a une variété. Hein. Écoutez, le Cantique des Cantiques, un texte magnifique sur l'amour, les psaumes, des chants aussi d'amour, qui sont d'un point de vue littéraire, d'un point de vue poétique, absolument magnifique. Isaïe, si je parle de l'Ancien Testament. Le livre de la Genèse, qu'il faut pas lire simplement, il ne faut pas lire littéralement, bêtement. Donc, pour vous, c'est vraiment un plaisir un plaisir de lire. Là. Vous aimez la manière dont c'est écrit, vous aimez les images qu'il y a là-dedans. Et puis, bien sûr, puis ce qui est dit aussi, qui donne beaucoup à penser, qui a suscité d'ailleurs une quantité considérable de commentaires par certains des plus grands esprits de la tradition occidentale, quelles que soient les croyances. Je veux dire, Saint-Augustin, quand on se met à lire Saint-Augustin, c'est prodigieux comme intelligence et comme passion et comme langue lui-même, et qui commente notamment beaucoup surtout le Nouveau Testament, donc une partie... Mais donc, c'est un livre... Bon, évidemment, je ne révélerai rien en disant qu'aujourd'hui, c'est un livre qu'on ne lit plus beaucoup, en tout cas ici au Québec. Est-ce que vous pensez que c'est parce que... Bon, on l'a vraiment jeté avec tout le reste, évidemment, des églises comme ça, il y en a plus, ne sont plus très visitées. Est-ce que c'est parce qu'on l'a mal lu? Peut-être. C'est sûr que chez nous, au Québec, c'était... Les protestants ont tendance à connaître mieux la Bible que les catholiques, parce que certes, dans d'autres sociétés, c'était comme ça. Ça, c'est dommage. On n'a pas eu tellement autant accès à la Bible telle quelle qu'on aurait dû. Je pense qu'on n'a pas permis aux gens vraiment de se rendre compte, parce qu'il n'y a qu'une façon de se rendre compte de la qualité d'une écriture, c'est de la lire. Hein. Parce que, évidemment, les catholiques... de par la nature de la religion, il y a un intermédiaire entre le livre et le croyant. Dans la religion catholique, on recommande beaucoup la lecture de la Bible, mais je crois que ça n'a pas été toujours suivi. Et tandis que dans la tradition protestante, c'était un accès beaucoup plus constant et direct à la Bible. Ça, c'est un aspect quand même qui a joué, puisque vous parlez du Québec, là. Donc, est-ce que c'est parce qu'on l'a mal lu, on nous l'a fait mal lire, ce livre-là? On le comprend mal, qu'on ne l'apprécie pas à sa juste valeur? Je peux très bien me tromper, mais j'ai l'impression que c'est davantage encore parce qu'on ne la lisait pas, vraiment, très peu, ou qu'on se contentait des textes qu'on nous lisait de temps en temps. Ouais.
Alors, il y a cet aspect, puis alors, il y a donc le direct, etc. Puis, il y a des livres, la petite Toby, etc. C'est fascinant, toutes ces histoires. C'est beau en soi, puis c'est enrichissant. Puis, et les paraboles, ça fait réfléchir, hein, ça éveille, ça nourrit. Bon. Mais il y a évidemment, d'autre part, il y a tout le message évangélique, il y a le message, toute la tradition, tout le message de la tradition judéo-chrétienne, qui mérite d'être entendu, qui mérite d'être lu, justement, et qui est un appel encore, qui est un défi pour toute personne qui, justement, s'interroge sur la vie, sur le transcendant, sur la mort. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on est... au Québec, on est probablement devenu une société... En fait, une société dont on dit qu'elle a vraiment changé radicalement en très, très, très peu de temps. On est passé d'une société très croyante à une société extrêmement individualiste. Ça ne cadre pas du tout avec une, comment dire, une éthique individualiste, ce livre-là. Est-ce que c'est pour ça, vous pensez que c'est-à-dire que je pense que il n'est plus lu? Au Québec, la religion, telle qu'elle a été vécue par le passé ici au Québec, l'Église, pour des raisons historiques qu'on peut parfois comprendre, parce que regardez tout ce que l'Église a pu faire au point de vue éducation, les hôpitaux, tout ça. Regardez les lieux au Québec, presque tous les noms religieux qu'on retrouve partout. Mais je crois que l'Église a été obligée de jouer un rôle beaucoup trop temporel. Elle s'est beaucoup mêlée des choses temporelles. Et il y a eu un rejet de tout ça. Il y a eu un rejet. On a voulu séparer, comme il se doit d'ailleurs, le temporel du spirituel. Le pouvoir du spirituel, l'Église avait probablement trop de pouvoir politique. Sa tâche n'est pas d'être politique, elle n'a pas à se mêler du politique en tant que tel. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, disait le Christ dans l'Évangile. Alors, ce partage s'est fait davantage de l'autre jour, mais il y avait eu un rejet de ce passé religieux qui a généré une certaine ignorance. Justement, oui, enfin, tout ça, c'est fini, on n'en veut plus. Une espèce de rejet massif sans discernement. Ouais. Et moi, je pense que celles et ceux qui ont la chance de redécouvrir ces textes, ou tout simplement d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Et donc, c'est pas dans un but de, comment dire, c'est pas dans un but de conversion que vous invitez les gens à lire ça. C'est vraiment dans un but de réflexion davantage. De réflexion, oui. qui pourrait avoir comme conséquence une conversion dans le sens. Est-ce qu'on peut y trouver du plaisir si on n'est pas croyant? Oh, je crois, oui. De grands écrivains en ont témoigné, bien sûr. Et puis, les agnostiques, hein, moi, je respecte beaucoup les agnostiques. Je ne suis pas moi-même un agnostique, mais je respecte souvent bien plus certains agnostiques que certains croyants, ou des gens qui se disent croyants, qui ont une espèce de religion rituelle. Là, l'agnostique, celui qui dit « je ne sais pas », c'est ça l'agnostique, c'est pas l'athée, là. L'athée, il affirme que le contraire, il rejette carrément. L'agnostique dit « je ne sais pas », mais il cherche à comprendre, il cherche. Il ne se prononce pas, mais il cherche. Je trouve ça c'est... Et lui peut trouver un plaisir. Hein? Trouver un plaisir, et puis il peut aussi découvrir que, finalement, changer d'idée, enfin, se décider dans un sens ou l'autre. Et même les athées, parce que, je viens de dire les athées, mais même les athées... de qui sommes-nous les athées? Il y a un père de l'Église, Justin, qui disait « Nous sommes, nous les chrétiens, les athées de ces dieux-là, les athées des païens. Nous sommes tous les athées de certains dieux. » Athée, c'est négation de Dieu. Mais quel Dieu? Moi, je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas au Père Noël, je crois pas... Qu'est-ce que j'entends par Dieu quand je dis Dieu n'existe pas? Si je dis que Dieu est mort, oui, puis après, c'est une tarte à la crème, ça, on répète. Mais quel Dieu est mort? Et c'est qui le Dieu pour moi? Quel est mon absolu? Qu'est-ce que c'est qui tient lieu de Dieu? Quel est mon idole? C'est un peu facile là, de dire simplement ça, selon vous. Oui, puis c'est pas très intelligent, dans le sens que, oui, mais qu'est-ce que c'est que tu rejettes au juste? Je respecte, tu rejettes très bien.
Mais explique-moi quel Dieu tu rejettes. Moi, je suis aussi un athée de toutes sortes de dieux. Même Et si une je suis chose croyant. qu'on peut quand même dire, c'est que c'est pas un livre... en fait, c'est un livre souvent qu'on critique sans l'avoir lu. Oui, et sûr. ça, c'est une chose quand même qui est sûrement assez répandue et dont on peut être certain. Thomas de Coninck, on va passer de la Bible à quelque chose, je dirais pas de Très plus pertinent. léger, mais tout de même, vous avez mis un humoriste dans vos... Ah oui, ah oui, ah oui. dans vos livres. Fondamental. Et ça m'a surpris. Donc, des choses que vous amèneriez sur une île déserte. Il y a un humoriste et quelqu'un qui a une œuvre relativement importante, Très Shakespeare. On y revient dans quelques secondes. OK. Thomas de Coninck, on est toujours dans comment dire, une question pas facile de vous demander qu'est-ce que vous apporteriez sur une île déserte. Et donc, c'est un peu, pas surprenant, mais tout de même, vous, le philosophe, le professeur de philosophie, vous amèneriez un auteur qui n'a pas fait, je parlais d'humoriste tout à l'heure, mais c'est un auteur donc, qui a fait de la comédie, il n'a pas fait que ça. Woodhouse, on Oui. le connaît moins, lui, qu'un de ses héros. Et Shakespeare. Alors, on va commencer avec Woodhouse, qui est selon vous, un des auteurs les plus désopilants du dernier siècle. C'est l'auteur le plus drôle du XXe siècle, certainement. C'est assez universellement reconnu, en tout cas par tous ceux qui l'ont lu. C'est très britannique comme humour, bien sûr. Mais c'est de l'humour authentique. Et c'est tout simplement drôle. Ça donne une catharsis, ça libère. Ça nous... Donc, vous aimez l'humour, là? Ah, Vous, beaucoup. Vous êtes Je pense qu'on ne peut pas être un vrai... L'image du philosophe là, dans son bureau qui lit des trucs très sérieux, c'est Ouais. en partie vrai en ce qui vous concerne. On ne peut pas aimer la philosophie vraiment si on n'a pas d'humour. Ah oui, pour vous, c'est essentiel à la philo? Savoir rire de soi-même. Si on se prend trop au sérieux, ça occulte tout, ça cache tout, ça nous ferme tout de suite. Non, non. L'humour est tout à fait fondamental. Et Socrate avait d'ailleurs beaucoup d'humour, si on reprend l'exemple de Socrate. Et donc, P.G. Wodehouse, c'est ça, c'est notamment, mais il a énormément écrit, c'est toujours admirablement écrit, c'est une langue parfaite. 90 livres. Au moins 90 romans, oui, il a écrit toute sa vie, il a gagné sa vie comme ça, et c'est presque toujours des chefs-d'œuvre. Beaucoup d'écrivains, de grands écrivains britanniques notamment, mais américains, etc., enfin anglophones, en ont témoigné, comme disent que c'est un des meilleurs écrivains du XXe siècle, même au point de vue simple qualité de langue. Mais donc, il y a un personnage, entre autres, qui est le plus connu, auquel vous pensiez, je crois. C'est ça, donc c'est son personnage Jeeves, Jeeves, voilà, celui qu'on connaît le plus, son fameux majordome. C'est ça, le butler qui est toujours très digne et qui finalement gouverne son maître avec beaucoup de finesse et sans que son maître s'en rende compte. Son maître qui s'appelle Bertie Wooster, qui est un jeune homme aristocrate, un peu léger, mais qui a une certaine finesse quand même lui aussi. Qui se prend dans toutes sortes de situations invraisemblables. Il y a un aspect un peu théâtre de boulevard dans son œuvre. Il y a un peu de ça, oui, la comédie musicale, un peu ce genre-là. Mais d'ailleurs, il a collaboré avec Cole Porter, Gershwin, Jerome Kern. C'est quelqu'un qui avait vraiment tous les talents, là, Woodhouse. Au début de sa carrière, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que l'humour britannique tel qu'on le connaît aujourd'hui, moi je pense spontanément à Monty Python, qui est un des grands groupes là, d'humour du 20e siècle,
il y a une parenté avec, avec les personnages, avec Il y a Jeeves, avec certaines son... parentés, oui, certaines. Les Britanniques excellent en deux choses, la poésie et l'humour, je dirais. C'est un peu absolu, hein, je dis ça, là. Mais là, ils sont très forts. Et l'humour en particulier. Hitler n'aurait jamais pris en Grande-Bretagne. Il s'en serait moqué tout de suite. Il était tellement ridicule, au fond, le bonhomme. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. L'humour et l'équilibre, ça va ensemble. Et, on se serait moqué de... Je pense que si on a besoin de ça, hein, pour surtout... on a toujours besoin, mais dans le monde En fait, le actuel, sens de l'humour, ouais. l'absolutisme est allergique au sens de l'humour. Oh, oui. Un totalitaire, là, ne peut pas résister. L'humour est la meilleure critique qui soit. Mais le véritable humour, hein, pas... Il ne s'agit pas de la... Il s'agit pas de la vulgarité, de la grossièreté, pas du tout. Au contraire, c'est toujours fin. Et quelqu'un qui l'a extrêmement bien manié, et ça, c'est le, je dirais que c'est le gros morceau, c'est ce qui va sûrement peser plus lourd sur votre bateau pour aller sur l'île déserte, Thomas de Coninck, c'est Shakespeare. Oui. Il n'a pas fait que de l'humour, il a fait de la comédie, il a fait de la tragédie. Pourquoi Shakespeare, vous le trouvez si important que ça? Ben, Shakespeare, c'est prodigieux, c'est toute la condition humaine, c'est la tragédie et la comédie. Ce sont les passions humaines qui sont représentées dans Shakespeare mieux que nulle part dans la littérature, je crois. Et puis, il y a une puissance cognitive extraordinaire chez Shakespeare. Il touche à tout, absolument tout. Et c'est dit dans une langue qui n'a pas de pareil. Dans aucune littérature, autant qu'on puisse voir. Il est admiré. Il y a des auteurs qui ont dit le meilleur auteur français, c'est Shakespeare en traduction. Un écrivain hongrois qui écrit ça. Mais vous lisez dans le texte. Ah oui, oui, parce que c'est une langue qui est tellement... la métaphore, la maîtrise du langage est extraordinaire. Mais c'est surtout, regardez Hamlet, Macbeth, King Lear, toutes ces grandes tragédies, ce sont chaque fois des chefs-d'œuvre incomparables. Othello, Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre... Et ensuite, les comédies, comme vous avez dit, Midsummer Night's Dream, Twelfth Night, etc. Et c'est intéressant, c'est ce que vous aimez chez lui, ça, cette espèce de côté-là où il n'est pas qu'un tragédien, il y a quelqu'un qui maîtrise aussi bien cet art-là de la tragédie que l'art de la comédie. Est-ce que c'est ce qui fait de lui, selon vous, un auteur, entre autres pour ça, là, complet? Universel, ah ouais, tout à fait, tout à fait. C'est tellement prodigieux qu'on a peine à croire que la même personne a pu faire tout ça. Mais c'est comme Homère, c'est comme la plupart des grands. Hein. Après ça, on se dit, oh, ils n'ont jamais existé, c'est pas possible, il y a trop de talent là. Non, l'important, c'est de voir, c'est une œuvre prodigieuse et qui très philosophique aussi. Hein. Il y a une pensée, c'est Shakespeare... Qu'est-ce qu'il y a de philosophique? Lévinas, qui est un de nos grands philosophes d'origine juive, français contemporain, Emmanuel Lévinas a cette phrase, il m'arrive de penser que toute la philosophie n'est qu'une méditation de Shakespeare. Il dit ça dans un petit livre qui s'appelle Le temps et l'autre. Et moi, j'endosse ça aussi, tout à fait. Ah ouais? Ah oui. La condition humaine, l'existence humaine, il nous fait revivre tout ça mieux que personne. Et par le théâtre, et ça c'est intéressant parce que là vous avez nommé beaucoup d'auteurs où on était vraiment dans la pensée pure. Et là vous nommez en terminant donc un auteur de théâtre. Pourquoi est-ce que ça c'est important selon vous pour comprendre le théâtre renvoie excusez-moi pour l'étymologie grecque, mais renvoie au verbe grec théorein. Ce qui donne le mot théorie, mais théorème, on va se regarder au théâtre. Le théâtre, c'est un lieu où on va se regarder l'être humain. Connais-toi toi-même, le mystère humain. On est toujours aux prises avec ça. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Pourquoi la mort? Pourquoi l'amour? Pourquoi le beau, comme vous disiez tout à l'heure? Et ainsi de suite. C'est très philosophique, Shakespeare, et à un niveau qui rejoint beaucoup plus tout le monde. C'est fascinant. C'est pas un discours de spécialiste, il n'y a pas de jargon, c'est la langue de tout le monde, mais conduite avec une maîtrise. C'est fascinant ce que vous dites parce que vous êtes associé à un domaine de la connaissance qui est vu comme un domaine très loin des problèmes du monde. Et pourtant, on a commencé en parlant de Socrate et vous me disiez, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il s'intéresse à des trucs, du concret. C'est un généraliste. Et on termine en parlant de quelqu'un, dans le fond, qui
permet de se représenter par le drame, par la comédie. C'est paradoxal, mais vous aimez la concrétude. Oh, ben oui, ben oui. Je crois qu'il n'y a pas de véritable philosophe qui n'est pas concret. Il faut être concret, sinon on se perd dans les nuages. On l'a toujours. Hein. Aristophane a écrit une comédie qui s'appelle Les Nuées, qui est un procès de Socrate, d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on dit que les philosophes sont dans les nuages. Hein. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Socrate était le plus concret des hommes. C'est une façon de se débarrasser des questions gênantes des philosophes que de dire qu'ils ne font que parler. Mm-hmm. Oui, mais quand on parle, on exprime la pensée. C'est un peu facile de dire ça. Bien, parlant de concrétude, parlant vraiment, je dirais, de roche, et c'est plus que c'est le cas, on parle d'île déserte depuis le début de l'émission, ce que vous apporteriez sur une île déserte. Thomas de Coninck, elle est où pour vous, cette île déserte? Ben, j'aimerais qu'elle soit dans le fleuve Saint-Laurent. Ah oui? Tout le fleuve Saint-Laurent est une merveille, une des merveilles du monde. Je suis très attaché dès mon enfance au fleuve Saint-Laurent. J'aimerais bien, si c'est possible, d'avoir une île déserte dans le Saint-Laurent, ça, je suis pas sûr. Il en reste quelques-unes. Hein? Il en reste quelques-unes. Dans le coin de Montmagny, en tout cas, s'ils ne sont pas désertes, elles ne doivent pas être habitées à l'année longue. Eh bien, Thomas de Coninck, ça a été un très grand plaisir de vous avoir ici pendant 1 heure pour parler de ses œuvres. Je pense qu'avec ce que vous nous avez nommé depuis le début de l'émission, on peut faire une vie entière, île déserte ou pas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Merci et au plaisir de vous revoir souvent dans la cité comme ça. Merci. Merci, Thomas de Coninck. Au revoir. Merci.